et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois de janvier. Et comme en janvier je n'ai lu que 3 livres, je vais profiter de cette vidéo également pour faire un retour sur le Cold Winter Challenge. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci et donc cette année, c'était Wulver, la sorcière et le loup légendaire de Mélanie Gauthier. On est ici dans une romance fantastique historique entre donc d'une part notre héroïne et puis ce fameux loup légendaire qui peut faire penser à un loup-garou, sauf que en réalité c'est plutôt un homme avec une tête de loup. Donc pas vraiment les loups-garous comme on a l'habitude de les voir. Ce roman prend place également en Écosse, alors sur 2 temporalités. Donc d'une part vous avez l'Écosse au moment des espèces de guerres d'unification du Royaume-Uni, et puis de nos jours. Notre héroïne, elle est a priori seulement de nos jours, mais on va voir qu'il y a des liens entre les deux. J'aurais pu être perdue par cette double temporalité parce que c'est pas trop mon truc. J'aurais pu être perdue par le côté historique de cette romance parce que là non plus, c'est pas vraiment ce que je lis d'habitude. Autrement dit, avec Wulver, je suis sortie de ma zone de confort et en fin de compte, j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé le début avec une petite ambiance Noël. J'ai bien aimé notre héroïne qui a un petit peu perdu la mémoire au début du roman, même si parfois quelques bribes lui reviennent. C'est quand même difficile pour elle de vivre avec une mémoire à très très court terme en réalité. J'ai bien aimé également le Wulver, donc cette légende écossaise du loup-garou qui n'est pas celle à laquelle je suis habituée. J'ai beaucoup aimé également les paysages que l'autrice nous fait découvrir grâce à sa plume. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 16/20. Le deuxième livre que j'ai lu en janvier est précisément la raison pour laquelle je n'en ai lu que 3 lors du premier mois de l'année. Il s'agissait de Leif, le tome 1 d'Eliane Jolm aux éditions Plume Blanche qui m'a pris 3 semaines à peu près, si ce n'est plus. Et pourtant, c'est une histoire sympathique. On y retrouve donc Leif, qui est un héros, on va dire, des royaumes du Nord, puisqu'on est ici avec la mythologie nordique, comme nous l'indique d'ailleurs un petit peu la couverture, un petit peu beaucoup même. Sauf que notre héros, lui aussi, a perdu la mémoire, et il s'est retrouvé, allez savoir pourquoi, en pays sarrasin, autrement dit l'Espagne d'aujourd'hui. Et il a été plus ou moins recueilli par une érudite qui, elle, aimerait bien l'utiliser pour s'en servir de guide à travers donc, ces pays du Nord qu'elle aimerait découvrir et au sujet desquels elle aimerait écrire des livres. Alors des livres sur la faune et la flore. Ils vont donc partir tous les deux accompagnés de Thora qui est également issue de ces pays du Nord et qui est une esclave donc au service d'Aïcha, cette érudite. Et donc tous les 3 vont partir, accompagnés également d'un garde du corps, parce que quand même, voilà, il y en a besoin. Et Leif va se retrouver face à son passé, c'est-à-dire que lui, il n'a aucun souvenir, mais les autres, ceux qu'il va rencontrer, se souviennent parfaitement de lui. Et il n'est pas l'homme qu'il semble être aujourd'hui, et donc il va s'en prendre plein la tête au début, pour parler poliment. Et donc va s'en suivre pas mal d'épopées. Je vous dresse là le tableau du début. Le début a été particulièrement difficile à lire pour moi. Pourquoi ? Parce que malgré cette histoire qui est plutôt attrayante et pour moi attirante, eh bien il y a tout un vocabulaire auquel je n'étais pas habituée. Parce qu'en effet, de nombreux mots issus de la culture nordique et de la culture arabe restent intraduits dedans. Il y a à la fin un lexique, mais qui ressemble plutôt à un vieux dictionnaire de latin tellement c'est écrit petit, donc ce qui oblige, on va dire, le lecteur à faire des allers-retours entre sa lecture et le lexique. Alors non pas qu'il y ait 15 mots à la page qui soient non traduits, mais voilà, au début j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que je faisais des allers-retours. Et pourtant je partais avec un avantage, puisqu'on vous dit au début que les mots en vieux norrois peuvent se prononcer un petit peu à l'allemande. Et que c'est vrai qu'il y a quelques mots que je peux associer à l'allemande d'aujourd'hui. Toujours est-il que c'était très difficile et que ça m'a pris 150 voire 200 pages avant que je me dise « Steffi, ça suffit, tu es en train de te gâcher ta lecture. Parce que cette histoire est bien, cette histoire te plaît,
mais tu perds ton temps à faire des allers-retours. Donc je me suis dit, on va aborder ce livre comme si c'était un livre en langue étrangère. Alors ce n'est pas le cas, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quand je lis un livre en allemand, par exemple, eh bien il m'arrive qu'il y ait des mots que je ne connaisse pas. Parce que j'ai beau être prof d'allemand, eh ben je ne connais pas tous les mots. Tout comme, gros aveu à vous faire, je ne connais pas tous les mots de la langue française. Bref, donc je me suis dit, prends-le comme un livre en langue étrangère, et si tu tombes face à des mots qui ne sont pas traduits, si ce n'est dans le lexique à la fin, et ben si ça ne t'empêche pas de comprendre l'histoire, tu continues. Et donc à partir de là, ça s'est débloqué. C'est-à-dire que l'histoire, enfin, est devenue l'objet principal de ma lecture, alors qu'avant elle était au second plan, étant j'essayais de comprendre cette culture qui m'est pourtant pas complètement étrangère. Je parle de la culture nordique essentiellement. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé dans ce livre, donc le héros évidemment, même si, honnêtement, je trouve qu'il n'est pas vraiment au premier plan. Pour moi, la place qui est faite aux femmes dans ce roman est primordiale, elle est cruciale, et c'est ce qui m'a fait, je crois, le plus aimer ce roman. En dehors de la mythologie, bien sûr, tout autour. C'est-à-dire que vous avez, l'érudite Aïcha, qui nous fait découvrir, elle, une autre culture, en tout cas, qui n'est pas la mienne, et qui est avide de savoir, etc. Mais pour autant, qui est une femme habituée à un certain standing, et qui va se retrouver à dormir dans un coffre de bois, pas un coffre de voiture, à cette époque-là, il n'y en a pas, on est dans les années 900. Donc voilà. On a également Tora, cette esclave qui veut se défaire de ses chaînes, bien évidemment, qui est une fille absolument fonceuse, qui ne réfléchit absolument pas aux conséquences de ses actes et qui se retrouve bien souvent dans la panade, mais qui est pour autant très attachante et qui a une histoire très intéressante. D'ailleurs, on n'a pas fini de la connaître, son histoire, parce que y a des petits trucs qu'on n'est pas sûr. Après tout, c'est un tome 1. Ensuite, vous avez la Völva. Donc la sorcière du village, donc un des villages, le village dont est issu Leif à la base, qui est elle une paria mais dont on a besoin. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est comme les sorcières en fait, elles sont au banc de la société, elles sont à la lisière du village, complètement expulsées, et pourtant on va les voir parce qu'on a besoin d'elles. Il y a également Aude qui est une femme au foyer, mais pas une femme au foyer, genre je fais la bouffe, j'élève les gosses. Enfin si, elle fait ça, mais c'est-à-dire que chez elle, dans sa maison, c'est elle qui décide de tout. Et elle a, mine de rien, un grand pouvoir qui nous fait voir les femmes au foyer d'une façon très très différente et très appréciable. Il y a aussi une enfant, et puis bien sûr, ça je vous parle du côté féminin. Il y a aussi beaucoup d'hommes dans cette saga, enfin je ne sais pas combien il y aura de tomes, je dirais peut-être seulement 2, mais c'est vraiment conçu comme une véritable épopée nordique et franchement si vous aimez le genre, si vous n'avez pas peur de ces fameux mots dont je parlais au début, si vous prenez le pas comme moi de tant pis, vous traduisez pas, ou si au contraire vous êtes avide de savoir et ça ne vous dérange pas de sillonner entre l'histoire et le lexique, eh bien je ne peux que vous recommander Leif, auquel j'ai mis la note de 16,5 sur 20. Dernière lecture de ce mois de janvier, c'était le tome 6 de l'Éden des sorcières de Yumeji, publié chez Kiyun, qui, je dois l'avouer, est un poil en dessous des 5 premiers tomes. Parce que, en fait, moi j'ai bien aimé toute la première partie. Il y a une première partie au sujet de la chasse aux sorcières, donc l'avant avec l'anticipation. Qu'est-ce que ça va être une chasse aux sorcières ? Je rappelle que nous on suit Pili qui est une sorcière, mais qui s'est travestie en garçon pour intégrer l'armée, et donc pour chasser les sorcières. Et ça va être sa première chasse aux sorcières. La première également pour les 2 personnes avec lesquelles elle s'est liée d'amitié. Donc on a l'avant chasse aux sorcières, on a le pendant et on a le après. À quel point est-ce que cette chasse aux sorcières a transformé les personnes qui y ont participé. Et je dois avouer que j'ai adoré le changement, les émotions, le vécu d'un personnage de ce manga qui n'est pas Pili et qui est un personnage qui m'insupportait dans le tome précédent.
Et bien là, il est transformé par cette chasse aux sorcières et j'ai beaucoup aimé sa réflexion. Mais après, Pili retourne, enfin elle est toujours soldate évidemment, enfin soldat, puisqu'on ne sait pas que c'est une fille, en tout cas seulement une personne est au courant. On retrouve donc notre Pili qui parvient jusqu'à Oak, puisque son but premier en intégrant l'armée, c'était d'aller chercher son compagnon Louplante, qui avait été fait prisonnier par Zakum. Donc voilà, et dans cette deuxième partie, même si on voit Zakum, même si on voit un autre personnage que j'avais beaucoup aimé au niveau de ce qu'il est et ce qu'il représente, cette partie-là était un petit peu en dessous pour moi, ce qui fait que je n'ai mis à ce tome que 18,5 sur 20. On est d'accord, c'est une excellente note, en même temps c'est une excellente saga que je ne peux que vous recommander. C'est donc déjà tout pour ce qui concerne le côté update lecture du mois de janvier, et maintenant passons au bilan du Cold Winter Challenge. Et ceux-ci sont les livres que je n'ai pas lus lors du Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge était composé de 3 menus, le premier avec 5 catégories, le deuxième avec 4 catégories, le troisième également avec 4 catégories. Dans le premier menu, j'ai fait 3 lectures et j'ai donc rempli 3 catégories sur les 5. Je n'ai pas lu Das Geheimnis der Rabenblüter de J.K. Bloom aux éditions Drachenmond Verlag, qui est donc un livre en allemand, un livre magnifique, mais que je lirai, je pense, lors du prochain Cold Winter, parce que pour moi il est très hivernal. En revanche, je viens de découvrir sur le site de la maison d'édition un tome compagnon, ou en tout cas qui se passe dans le même univers que celui-ci, et qui fait très été. Je vous le mets là parce que j'ai un petit peu oublié le titre, Das Geheimnis des Sonnenkönigs peut-être, donc ce serait le secret du roi du soleil, mais je crois, je vous le mets là, et éventuellement si je me suis trompée dans la traduction, je la mettrai ici. Donc voilà, ça je pense que ça fera l'objet du prochain Cold Winter Challenge. Le deuxième livre de ce menu que je n'ai pas lu, c'était L'Enfant des Bois de Annabelle Blangier aux éditions Magic Mirror, qui était une maison d'édition qui faisait uniquement de la réécriture de contes. Et Annabelle Blangier, je l'aime beaucoup dans ce style-là. Je l'aime également beaucoup quand elle fait du vampire. Bref, j'aime sa plume. Et j'étais très curieuse de savoir ce qu'elle avait fait du conte Hansel et Gretel. Donc voilà, mais encore une fois, je n'ai pas pu le lire et pourtant il me faisait très envie. Quand j'ai fini Leif, je me suis dit, j'ai envie de lire celui-ci. Mais genre, je veux le lire absolument. Sauf qu'il restait, je crois, 1 ou 2 jours avant la fin du mois de janvier et j'avais pas envie, alors déjà je savais que je ne pourrais pas me presser pour tout lire et j'avais pas envie de finir le mois sans avoir fini un livre. Donc voilà, c'est une espèce de toc que j'ai comme ça. Du coup, je ne l'ai pas commencé, mais je pense pas que j'attendrai le prochain Cold Winter pour le lire. Il fera peut-être l'objet du Pumpkin Autumn Challenge parce que, je sais pas, je trouve que la couverture irait très bien avec l'automne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au passage. Pour le deuxième menu, j'ai lu 3 livres et complété ainsi 3 catégories. En revanche, je n'ai pas lu Ici vivent les ténèbres de Sanguine aux éditions du Chat Noir. Mais là, c'est pareil, je pense qu'il fera l'objet du Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que ce manoir hanté m'accompagnera parfaitement pour la période d'Halloween. Je sais pas si c'était très français, mais je pense que vous avez compris le principe. Et enfin, pour le dernier menu, j'ai lu 4 livres et pourtant, je n'ai complété que 3 catégories. Pour compléter la 4e catégorie, il eût fallu que je lise La peau sur les os de Stephen King. Sauf que, je l'ai pas fait. Ce livre-là, je me le traîne depuis des années dans ma palle, sachant qu'il était déjà bien abîmé quand il est arrivé en ma possession. Mais voilà, c'est le seul Stephen King que j'ai dans ma palle actuellement. J'aime beaucoup cet auteur. Ce livre-là me faisait très envie lorsque je l'ai trouvé. Mais allez savoir pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu. Là aussi, avec ses couleurs orange, il irait parfaitement pour un Pumpkin Autumn Challenge, mais à voir, parce que je pense que ça fait des années et des années que je le mets dans les pales et qu'il n'en sort pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut
Vous pouvez également me dire quelles ont été vos lectures à vous en janvier, si vous aussi vous avez participé au Cold Winter Challenge et si c'est le genre de challenge qui vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite également à le faire. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous ne le savez peut-être pas, mais j'écris toutes mes chroniques sur mon site steffiwolf.fr et donc c'est là que vous avez la primeur de mes avis quant à telle ou telle lecture. Ces avis sont aussi un petit peu plus construits que ce que je peux dire ici face caméra, donc n'hésitez pas à n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'écris également quelques articles quant à mon côté autrice, bien que j'écrive un peu moins, mais je pense que je vais en faire un dans pas longtemps puisque aujourd'hui je me suis enfin remise à l'écriture, où ça faisait peut-être un mois que j'avais pas touché à mon stylo, parce que oui, j'écris dans un carnet. Et bref, voilà, allez-y, faites-y un tour, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on se revoit bientôt. Car c'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!